Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Attention, sondage sensible. Ouais. Salut, c'est pour un sondage. Non, merci, c'est bon. Ma campagne, c'est de pouvoir rappeler aux Parisiens. Cassez-vous d'ailleurs, ça m'énerve. Demain, si je suis maire de Paris, je voudrais... Cette étude de l'IFOP sera âprement débattue. Mais on vous demande pas du tout d'être d'accord. Ce sont des chiffres. Arrêtez de me couper la parole quand je vous interromps, c'est insupportable. Vous croyez qu'ils vont voter pour moi maintenant ? Bonjour, chers auditeurs de Sud Radio. Il est 12h05. Vous êtes avec l'émission La France dans tous ses états. Alors, à la commande, il y a Julien Delmas. C'est le Mozart de la console, c'est le réalisateur. Il vous fait un son d'une limpidité comme l'eau des roches des Pyrénées au pied desquelles il est né. C'est grâce à lui que vous avez une audition, une qualité d'émission parfaite. Je suis avec Maud Goffler aussi qui veille sur moi, qui m'amène ma tisane vers 12h55. Mon pisse mémé quand j'ai un coup de vieux. Aujourd'hui, les nouvelles sont pas très bonnes. Nous sommes le mardi 25 novembre 2025. Alors, je vous annonce, dans un mois, le 25 décembre 2025, je ferai une émission spéciale avec Vincent Ferniaud. On va vous faire pleurer les glandes salivaires tellement vous allez vous régaler des choses délicieuses. Ça va être une émission de fête. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai que des tristes choses à vous annoncer. Très mauvaise nouvelle. La France est ruinée. Peut-être en faillite, voire à la limite de la liquidation. C'est ce qu'à en croire l'enquête douloureuse contenue dans le livre noir de l'argent public. C'est ce que nous explique Jean-Baptiste Lé. On sera avec lui à 13h. Vous restez avec nous. C'est un document vraiment, j'allais dire, douloureux, mais il a tous les chiffres, point par point. Il va vous expliquer pourquoi on va dans le mur si ça continue comme ça. Qui a peur du sondage de l'IFOP sur les musulmans de France? Ce sondage a suscité une violente polémique. Les sondeurs ont été accusés de manipulation. Nous recevrons justement Martine Gozlan, rédactrice en chef de l'écran de veille qui a demandé le sondage, et puis Frédéric Dabi que l'on connaît, qui vient souvent sur Sud Radio, directeur général opinion de IFOP. À l'école, la semaine des 5 jours ne passe pas. Le projet de convention citoyenne suscite un tollé chez les enseignants. Nous en discuterons avec Aurélie Gagné, une syndicaliste en colère. On parlera du président Macron qui veut labelliser dans le discours. Il avait parlé déjà attention, les gens vont voter avec ChatGPT. Là, il dit qu'il faudrait mettre des labels sur les sites internet, sur les réseaux. Et puis, on parlera du sondage aussi, un sondage Odoxa qui donne Jordan Bardella gagnant dans tous les cas de figure, quel que soit son adversaire. Et puis Maud Goffler nous parlera de Rachida Dati qui a fait une vidéo sur Paris. Hilarante, voilà, elle ramasse les poubelles. Et puis on discutera avec elle. Voilà pour le menu d'aujourd'hui. Restez avec nous et appelez-nous au 0826 300 300. Je suis persuadé que vous avez plein de choses à nous dire vu la richesse des sujets du jour. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, 30 000 hectares de vignes arrachés, en plus des 75 000 qui ont déjà été arrachés, 30 000 hectares de vignes contre 130 millions. Le gouvernement, Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a fait cette déclaration. On subventionne l'arrachage des vignes. Mais le vin de France est en train de crever tout simplement. Pas celui des grands crus et des grandes cuvées qui se portent bien, soit en consommation intérieure, soit à l'export, mais celui des vignobles où l'on produit ce que l'on appelle les vins de terroir, les vins modestes, les vins de tous les jours, les petits vins qui n'en sont pas d'ailleurs, c'est une absurdité de les définir comme ça. Le problème, c'est que depuis que le vin est assimilé à du poison par le lobby puritano-hygiéniste, eh bien, une sorte d'anathème est tombé dessus et ça a dissuadé. Donc les Français, moins de vin de tous les jours. Alors, on va évidemment ne pas inciter à une consommation d'alcool. L'alcool est un poison qui tue, mais le vin de France, le vin des paysans, de nos agriculteurs, de nos vignerons, les vins des terroirs intermédiaires, je disais, que ce soit les Côtes-du-Rhône, dans la vallée de la Loire, que ce soit dans le sud-ouest, eh bien, ces vins-là sont en train de mourir. Le Bordeaux supérieur, ils sont en train de disparaître, ils sont en train de crever. Les vignerons, les producteurs sont quasiment ruinés. Il n'y a plus de marché. L'Union européenne, dans le nord de l'Europe, importe des vins tout à fait respectables des nouveaux continents, des vins d'Australie, de Californie, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, voilà, qui remplissent les rayons des grandes surfaces du nord de l'Europe. Et pendant ce temps-là, on ne pense pas aux vignerons espagnols, italiens. Vous voyez qu'il n'y a pas que les Français. Je parle pas que des Français. Et les vignerons, voilà, de chez nous, qui se battent pour cultiver la vigne, qui fait partie de nos paysages. La vigne, c'est un patrimoine agricole, c'est un patrimoine sensoriel, c'est un patrimoine culturel.
Voilà. Et il faut soutenir nos vignerons et éviter ce massacre, parce que arracher de la vigne, c'est arracher du paysage, c'est tuer une partie du territoire français, de notre patrimoine, de notre mémoire. Alors 130 millions d'euros de subventions pour arracher les vignes, et puis à Caen 200 millions pour arracher une des tours de la cathédrale de Chartres, ou éventuellement retirer les murs du Mont-Saint-Michel. Voilà. Là, on fait du mal à la France, et j'espère qu'on pourra inverser la tendance et soutenir nos vignerons méritants du Midi, aujourd'hui qui sont en souffrance, du côté de Béziers, et les soutenir en dégustant avec modération les jolis vins de France, de nos terroirs français. Allez, vous restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h et on attend vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. France dans tous ses états, le fait du jour. Vous vous souvenez de ce sondage de l'IFOP paru la semaine dernière au sujet de la radicalisation des musulmans de France, de leur rapport aux frères musulmans. Ce sondage commandé par le magazine Écran de veille qui dévoilait notamment que 59% des musulmans âgés de 15 à 24 ans souhaitent l'application de la charia en France. Eh bien, les auteurs et les commanditaires de cette étude ont reçu d'innombrables menaces. L'IFOP a même été accusé de truquer ces chiffres. Son directeur Frédéric Dabi est avec nous. Nous sommes également avec la rédactrice en chef du magazine Écran de veille, Martine Gozlan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Martine Gozlan, bonjour Frédéric Dabi, merci d'être avec nous, mais quelle affaire épouvantable. Enfin, comment peut-on mettre en cause un organisme de sondage aussi sérieux que l'IFOP sur des arguments aussi polémiques? Vous êtes sûr de vous, bien entendu, quand vous annoncez ces chiffres? Bien sûr que oui, merci pour vos mots, cher Perico. Vous savez, moi j'accepte la critique des sondages, on pose parfois des questions qui ne sont pas parfaites, des questions qui induisent des réponses, on peut critiquer, d'ailleurs on le fait ensemble parfois à Sud Radio de manière intellectuelle un sondage. Là on est sur une délégitimation complète, on parle de sondages d'extrême droite, islamophobes, etc. Et je rappellerai, et je l'ai dit à l'antenne de Sud Radio également hier, que c'est l'ADN de l'IFOP de réaliser des grandes enquêtes longitudinales auprès de croyants, de non-croyants. Certains de nos auditeurs qui ont étudié la sociologie ou l'histoire connaissent les travaux de Muchla et Simon qui étudiaient les catholiques français sur la base d'une enquête IFOP. Même chose pour les protestants, même chose pour nos compatriotes de confession ou de culture juive. C'est notre travail d'appréhender l'opinion globalement, comme on le fait dans nos enquêtes Sud Radio, mais également s'intéresser à des segments de la population, les jeunes, les femmes, les dirigeants d'entreprises, le baromètre fiducial, et là, les Français de confession ou de culture musulmane. Je répète un peu la présentation qui a été faite, c'est pas une enquête sur leur radicalisation, c'est une enquête sur leur croyance, leur pratique religieuse, et il y a des résultats qui sont relativement équilibrés. Alors, vos détracteurs disent qu'il y a des questions qui sont posées et le résultat présenté n'est pas conforme à la question. Par exemple, sur la charia, il est avancé qu'une partie des musulmans est favorable à la charia alors que le terme évoqué par le sondage est loi islamique. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'insinuation? Sans être un spécialiste que loi islamique veut dire charia, charia veut dire loi islamique, que le mot charia a été proposé aux personnes interrogées. Je dirais également, et ça va vous faire sourire, je pense, Perico, que cette enquête n'est pas tombée du ciel. On pose cette question depuis les années 80, pour Le Monde, en 89, en 94, en 2001, et je vous rappelle que Thierry du Monde à l'époque, qui a sans doute validé des questions, c'était Eddy Plenel. Alors en fait, ça dérange qui? Parce que Mediapart a pris position, évidemment. Dites-moi franchement qui ça dérange, Frédéric Dabi. On voit bien, mais j'aimerais vous l'entendre dire. On a reçu on a reçu toute une série de critiques. Il y a eu 2 députés de la France Insoumise qui ont parlé d'un sondage ni fait ni à faire, un sondage qui flattait les pulsions d'extrême droite, etc., ce qui n'est pas du tout la vocation de l'IFOP, qui a une diversité de commanditaires et qui ne prend jamais parti sur le plan politique. Je rappellerai, il y a un mois, nous avons fait une enquête sur la discrimination que subissent les musulmans en France, par la grande mosquée de Paris, avec le même échantillon, la même méthodologie. Il n'y a pas eu la moindre critique et le média de la France Insoumise, le média, a repris largement cette enquête. Donc je m'étonne de cette polarisation. Sans doute que la thématique gêne une partie du champ politique et médiatique. Frédéric Dabi, quel est le chiffre de ce sondage qui, à votre avis, dérange le plus, celui qui a suscité le plus d'interrogations, qui est le plus inquiétant? C'est les 59% de jeunes musulmans, parce qu'il y a plusieurs données. Sachant que nous avons bien dit que nous étions sur un sous-échantillon, que l'échantillon global était un échantillon grand public, que le souhait de voir appliquer la loi islamique est en retrait par rapport aux enquêtes IFOP Institut Montaigne de 2016. Mais là, c'était un élément qui enlevait si je puis dire, qui
je dirais, dépassionné le sondage et que beaucoup n'ont pas voulu voir. De la même manière, 3/4 des Français de confession musulmane admettent l'apostasie, le fait de renier sa religion. Il n'était que 40% en 2016. Là aussi, un élément de décrispation que certains n'ont pas voulu voir. Et l'évaluation, 0,7% de la population, on reste sur des chiffres qui ont toujours été annoncés. 7%, oui, 7% de la population, on reste sur des chiffres qui... De personnes de plus de 18 ans. Nous avons interrogé depuis, donc, avec les mineurs, ça fait certainement plus. Nous avons interrogé les Français de plus de 18 ans. 14 000 personnes interrogées. Écoutez, on n'a qu'à dire aux détracteurs de consulter un autre organisme de sondage. Hein, vous n'avez pas de monopole, et puis on verra bien ce que ça donne. À mon avis, les résultats ne seront pas très différents. Bien sûr. Vous pensez répondre comment là ? Je crois que vous avez porté plainte pour diffamation. Alors, l'IFOP a fait de la pédagogie. François Cros et moi faisons beaucoup de médias pour expliquer notre travail, pour rappeler notre statut, non pas d'acteurs, mais d'observateurs qui cherchent à comprendre les grands phénomènes de société. Mais effectivement, une plainte va être déposée contre 2 députés de la France Insoumise qui nous ont traînés dans la boue et qui ont vraiment mis une partie de l'équipe en danger. On l'a vu avec la concomitance entre leurs tweets et les menaces que nous nous sommes prises. Ils ne réalisent pas qu'ils sont dans le sens contraire dans leur intérêt, puisqu'ils sont en train, j'allais dire, de diffuser et de rendre une notoriété énorme à ce sondage, qui aurait pu passer non pas inaperçu, mais peut-être plus discrètement. Là, c'est au cœur d'une polémique nationale, et je pense que la classe politique va s'en saisir, et on fera la part des choses. Je pense que la vérité sera lucide. En tout cas, l'IFOP sort la tête haute de cette polémique bien malvenue et bien mal intentionnée. Merci Frédéric Dabi pour votre témoignage. Je passe la parole à Martine Gozlan, donc rédactrice en chef de l'Écran de Veille, qui est l'organisme qui est à l'origine de ce sondage. Martine Gozlan, vous êtes une journaliste patentée, vos engagements, j'allais dire, au service de la vérité et de la tolérance n'est pas nouvelle. Ça vous heurte, cette réaction véhémente et violente au résultat de ce sondage de l'IFOP que vous avez commandé? Non, mais c'est vraiment une atteinte extraordinaire, terrible, qui fait date, parce que c'est une campagne d'intimidation, d'appel à la violence contre des sondeurs. Je salue Frédéric Dabi et François Cros, contre un organisme extrêmement respectable et inattaquable, et des journalistes, ceux de notre revue, la revue Écran de Veille. Voilà, je vous présente, à l'image. C'est un mensuel qui a été fondé en 2019 par Atman Tazagart, qui est un journaliste franco-algérien, qui s'était beaucoup engagé dans la lutte contre l'islamisme. Je vais vous dire, Perico Légas, je suis très fière d'être dans cette revue, parce que vous avez évoqué ce que j'ai pu écrire, ce pourquoi j'ai pu combattre. Nous avons collaboré ensemble à l'événement du jeudi à Marianne, donc on sait ce qu'est le prix de la liberté d'expression, avec un patron qui s'appelait Jean-François Kahn, qui était extrêmement ténu et sensible sur ces questions. Exactement. Et j'ai été très heureuse de retrouver à la rédaction d'Écran de Veille, donc qui est disponible en kiosque, qui est vendu 4,80 € et qui n'est absolument pas financé par une puissance étrangère, par les Émirats Arabes Unis, point du tout. Tous les comptes sont clairs, c'est déclaré, c'est fiscalisé en France. Atman Tazagart, donc, s'est battu contre l'islamisme dans son pays natal. Je suis très heureuse de retrouver dans cette rédaction des gens qui constituent pour moi justement le véritable vivre ensemble, c'est-à-dire ceux qui refusent l'islamisation, le fanatisme, l'obscurantisme, et qui se battent pour la laïcité. Et c'est cela vraiment qui exaspère et qui dérange profondément la France insoumise. C'est cela qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est ce contre quoi ils se battent, contre ce qu'ils attaquent, et c'est pourquoi ils nous mettent en danger. Pourquoi le choix de ce sondage maintenant? Il y avait des éléments précis qui vous ont incité à demander ce sondage. Il est dans la droite ligne des différents sondages que nous avons commandés aussi sur la laïcité, et par ailleurs il y avait un mois plus
plus tôt, il y avait eu justement un sondage sur ce à quoi fait allusion Frédéric Dabi, sur les discriminations dont étaient victimes les musulmans. Donc, mais non, si vous voulez, le combat de la revue Écran de Veille, qui est porté par nos valeureux journalistes comme Nora Bussini, à qui on dit toute notre solidarité, Emmanuel Razavi, qui a tellement travaillé sur les influences iraniennes. Tous deux ont été entendus par la commission parlementaire sur les liens entre les islamistes et les partis politiques. Donc tout ce qu'il y a dans ce sondage, si vous voulez, c'est une évolution. C'est une évolution que nous avons suivie, et contre laquelle nous luttons. Alors, mais nous luttons avec les arguments des faits. Je vous repose la même question qu'a Frédéric Dabi. Qu'est-ce qui, à votre avis, heurte, choque, dérange tant dans ce sondage? C'est un élément précis, un chiffre donné, ou c'est la conclusion globale? Mais visiblement, ça dérange. Si vous voulez, il y a effectivement l'affirmation selon laquelle une majorité de jeunes Français musulmans entre 18 et 25 ans, si vous voulez, estiment que la loi religieuse, la charia, est plus importante que la loi de la République. C'est très très important parce que et c'est très dérangeant parce que ça entérine une espèce d'évolution séparatiste, et cette évolution séparatiste, il faut se battre contre elle, mais se battre avec des arguments intelligents, parce que ce sont les enfants de notre nation. Savent-ils tous exactement ce que ça signifie? Sont-ils parfaitement lucides et formés? Est-ce qu'il y en a certains qui le disent parce que pour eux c'est une espèce de norme confessionnelle et leur religion passe avant? Est-ce qu'ils mesurent bien les conséquences de telles considérations? On parle d'une identité qui a été façonnée, qui a été instrumentalisée, non seulement par une idéologie, celle des frères musulmans, mais par un islamisme comportemental qui est évidemment triomphant et qui gagne du terrain, visiblement il gagne du terrain dans les pays d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents, et ça c'est très très important, et c'est très très préoccupant, mais encore une fois cet islamisme comportemental qui est en train de gagner en visibilité, il n'a pas été combattu dans notre pays avec les armes de la raison, alors, j'allais avec vous poser les la armes question. républicaines. Est-ce que la République se défend bien? Est-ce que les institutions de la République, où nous avons des valeurs et des principes, j'allais dire légaux, des législatifs, est-ce que tout est bien utilisé pour endiguer cette dérive? La laïcité protège toutes les confessions et les religions, c'est la base de la laïcité. Est-ce que pour autant la République se défend avec les armes nécessaires contre ce genre de dérive? Non, les politiques. Je dis pas la République, parce que la République, on la défend. Elle est représentée par des gens qui ont abandonné ces valeurs. Et par si vous voulez, un certain nombre des partis politiques qui se sont spécialisés dans le déni et dans la cécité. Par lâcheté ou par opportunisme? Les deux, par lâcheté et par opportunisme. Il y a même de l'électoralisme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors si on parle de la France insoumise, c'est évidemment une OPA sur nos compatriotes français musulmans, et une OPA absolument inique, parce que au contraire, c'est avec eux qu'il faut se battre pour les valeurs de la République. Et je répète que le vivre ensemble, c'est contre ce vivre ensemble que ce sont les fondamentaux d'Écran de Veille. Vous avez d'ailleurs émis un communiqué, Écran de Veille a émis un communiqué, qui est sur les réseaux sociaux, où on peut y accéder, on peut absolument, et nous avons porté plainte donc contre le député LFI Paul Vanier, qui nous a mis en danger pour incitation au meurtre, donc, puisque ce député, alors Perico, je vais quand même citer, et il fait partie de la législature qui a voté la loi du 21 mars 2024 qui punit de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de, je cite la loi, de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne, permettant de l'identifier ou de la localiser, etc., etc. Bon, alors, donc il y a des députés, en l'occurrence monsieur Paul Vanier et ses affidés, qui votent des lois pour ensuite s'en affranchir allègrement. Alors ça, c'est vraiment, et d'ailleurs je note que 50 députés viennent de signer
signaler, de faire un signalement à Madame la procureure de la République sur la base de l'article 40. Martine Gosselin, on est quand même dans un climat politique épouvantable. Ça va quand même loin de contester les chiffres d'un sondage comme l'IFOP et ensuite, d'invoquer des arguments et des prétextes avec des menaces et des considérations qui sont pas dignes de représentants de la nation dans un pays comme la France. Merci d'être venu témoigner, Martine Gosselin. On suit cette affaire de très près, bien entendu, et tenez-nous au courant si vous avez besoin de revenir vous exprimer. La porte de la maison vous est ouverte. Merci de votre soutien. Allez, vous restez bien avec nous. On fait un point politique. Macron veut labelliser les sites d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Rachida Dati sort les poubelles. C'est aussi une forme de politique. On en parle dans un instant. 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Bien joué. Ok, là, c'est bien moi. Il y a comme une tension sommet de l'État vis-à-vis des sites d'information qu'Emmanuel Macron veut absolument réguler. Ce que vous venez d'entendre là, que Julien nous a passé, c'est une IA, justement, et Emmanuel Macron qui répondait à cette IA. Oui, Maud, et c'est toujours mercredi à Arras, on y faisait allusion hier. Le président de la République s'inquiétait de savoir si les électeurs français allaient s'inspirer ou suivre les recommandations de ChatGPT avant de mettre leur bulletin dans l'urne. Admettons, la question est légitime. Et là, dans cette même intervention, il est allé plus loin en disant qu'il faudrait labelliser les sites d'information. Le président de la République veut tout faire pour que soit mis en place un label professionnel pour les réseaux sociaux et les sites d'information. Voilà, lui, il dit qu'on doit distinguer les réseaux et les sites d'information qui font de l'argent avec de la pub personnalisée, et puis les réseaux et les sites d'information qui feraient la vraie information. La démocratie est à l'épreuve des réseaux sociaux, dit-il. Alors, oui, je veux bien, on comprend, mais il veut en venir où? Ça va se passer comment? Et donc, il instituerait un nouvel organisme qui serait là pour donner des labels. On a déjà l'Arcom qui est là pour s'assurer, bien entendu, des temps de parole et de l'équité, de l'expression dans le monde audiovisuel, ce qui est tout à fait normal. C'est une institution ancienne. Et là, ça serait une nouvelle institution qui dirait ça, c'est un site d'information, ça n'en est pas, ça c'est de la pub, ça c'est pas de la pub. C'est assez, c'est assez ambigu. J'espère que le président de la République ne dit pas qu'il vaudrait, alors il dit bien attention, ça ne sera pas à la classe politique à donner ce label, mais ça sera un organisme qui sera composé de qui, par qui, sur quelle décision. C'est toujours politique. Voilà, c'est toujours, alors évidemment, je pense que c'est passé assez inaperçu, Maud. Mais oui, c'est pour ça qu'on en parle, d'ailleurs. Voilà, on le signale, que le président de la République éclaircisse son propos, nous en dise plus, parce que, le contrôle de l'information, les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, il y a les dérives, il y a ce qu'on sait, il y a le pseudonymat, on peut tout remettre en cause, et effectivement, il y a matière à s'inquiéter quelquefois, ça va quelquefois très loin, mais savoir qui le fait comment, à titre de quel, et sur quel argument législatif ou politique, c'est ça qui est le plus sensible. Nous serons très sensibles à l'évolution de cette suggestion présidentielle. Même si on n'est pas forcément concerné, pour le coup, Sud Radio étant un média installé, mais il y a aucun problème. Surtout les médias exclusivement sur les réseaux. Et s'il veut qu'on lui donne un coup de main pour faire le tri du bon gain de livret, on est à sa disposition, qu'il appelle Patrick Roger, notre cher directeur général, saura lui donner les conseils adéquats. Nous sommes aujourd'hui en capacité non seulement de gagner de potentielles élections législatives, mais de gagner de potentielles élections présidentielles. Jordan Bardella, les auteurs de ce sondage seront peut-être aussi vilipendés, on n'espère pas, mais Odoxa révèle aujourd'hui une étude qui n'a pas fini de faire parler. Jordan Bardella, largement élu président en 2027. Oui, alors, ce n'est qu'un sondage, c'est en 2027, il y a l'expectative de la condamnation de Marine Le Pen, la Cour d'appel va donner son jugement, sera-t-elle ou pas éligible? Marine Le Pen sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle de 2027. Voilà, tout ça crée un climat d'interrogation. Alors, si elle y va pas, qui y va? Est-ce que c'est Jordan Bardella? Ce sondage Odoxa Opinion est très clair. Dans tous les cas de figure, alors, on aurait pu évidemment choisir d'autres candidats. On a opposé à Jordan Bardella, dans l'ordre de priorité qu'a donné le sondage, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Donc, face à Édouard Philippe, Jordan Bardella serait élu avec 53% des voix contre 47 pour Édouard Philippe. Face à Gabriel Attal, Jordan Bardella gagnerait l'élection présidentielle avec 56% des voix contre 44 à l'ancien Premier ministre. Contre Raphaël Glucksmann, Jordan Bardella l'emporterait avec 58% contre 42 pour le leader de Place Publique. Et alors, le bouquet, face à Jean-Luc Mélenchon qui se dit le rempart contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite, contre le fascisme, contre le racisme, contre Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella l'emporterait par 74% contre 26 pour Jean-Luc Mélenchon.
Je dis bien que ce n'est qu'un sondage, mais donc enfin, c'est pas très réaliste, les choses se cristallisent, l'opinion. Alors, vous me direz le climat politique, les échecs du gouvernement, le budget qui ne sort pas, j'allais dire le bordel intégral au niveau de l'Assemblée nationale, le pays qui va à volo, les chiffres économiques qu'on va donner tout à l'heure avec le livre noir de l'argent public et Jean-Baptiste Léon, effectivement, peuvent susciter une inquiétude, et on sent qu'une grande partie des Français, au deuxième tour de l'élection présidentielle, face à d'autres candidats, donnerait sa chance à Jordan Bardella et au Rassemblement national pour voir si ce parti et si ce mouvement peut sortir le pays de l'état dans lequel il est. Ce n'est qu'une supposition, c'est qu'un sondage, mais enfin il est là. Les chiffres sont très clairs, sur la France musulmane également. Alors ça a été contesté. Alors est-ce qu'on va contester les chiffres du sondage Odoxa? Ça a été truqué. Qui a payé pour financer le sondage donnant Jordan Bardella gagnant? Oh, je suis sûr qu'il y en a. On va trouver des candidats pour nous trouver des hypothèses tout à fait délicieuses. Maud, vous allez nous parler de la campagne des municipales qui se joue aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, et vous allez nous parler. Elle est formidable. Elle a un peps. Ah, Rachida vous l'aimez Dati. bien, hein. Ah, j'ai regardé. Je les regarde en boucle les spots. Alors, bon, vous qu'est-ce qui vous titille? Vous connaissiez Perico, Martine à la plage, Martine apprend à nager, Martine fait la cuisine, mais connaissiez-vous Dati chez les éboueurs? Dati sur un point de deal, bref, Dati en campagne. Depuis quelques jours, la candidate au municipal à Paris enchaîne les coups de com' sur les réseaux sociaux, et voilà en gros ce que ça donne. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Vous voyez, il y a une voie de bus, il y a une voiture à l'intérieur de la voie de bus. En fait, personne ne sait où est sa place. Moi, je serai la maire des résultats. Demain, si je suis maire de Paris, je voudrais apaiser l'espace public et mettre fin à ce chaos. Pour une ville comme Paris, il faut des nouvelles technologies. On n'est pas d'accord? Moi, je n'opposerai plus les Parisiens les uns aux autres, et je n'opposerai plus les modes de mobilité les unes aux autres. Et il y a de plus en plus de rats, vous trouvez? Bien au contraire, je veux les réconcilier pour apaiser la ville. Et il y en a de plus en plus. Ma campagne, c'est de pouvoir rappeler aux Parisiens qu'un maire, ça s'occupe des Parisiens. Alors dans tous ces extraits, ce que vous ne voyez pas, chers auditeurs, c'est que Rachida Dati se met en scène, tantôt dans un camion poubelle avec des éboueurs à une heure très matinale, tantôt dans le tunnel des Halles dont on a eu l'occasion de parler avec le maire du Parti Socialiste Ariel Veil. Ça peut sembler parfois grotesque, mais sur les réseaux sociaux ça marche. Rachida Dati cumule les vues, fait parler d'elle et distribue des scuds au passage, c'est le jeu. Sauf que ces vidéos ont évidemment inspiré ses détracteurs, ou du moins certains internautes qui ont de l'humour et qui n'ont pas hésité à les détourner, ces vidéos, grâce à l'intelligence artificielle. C'est terriblement réaliste, parfois presque trompeur, alors soyez vigilants lorsque vous entendez ceci. Si demain je suis maire de Paris, je m'engage à ramasser toutes les poubelles des habitants. Parce qu'il faut savoir un truc, mes loulous. Moi, je pense poubelle, je vis poubelle. Pour moi, c'est une grande passion. Conduire un machin comme ça, mais c'est génial. Je prends un panard, t'imagines même pas. Et une fois, j'ai roulé à 35 au lieu de 30. C'était une dinguerie. Bon, c'est pas toujours facile, mais je le fais pour les Parisiens. C'est vraiment un peuple que j'aime de tout mon cœur. Je peux même aller récurer leurs chiottes s'ils veulent. C'est bon, mes petits chéris? Vous pensez que j'ai fait assez de démagogie comme ça? Vous croyez qu'ils vont voter pour moi maintenant? Bon, ça y est, c'est terminé. Putain, c'est quand même long la journée d'un prolo. Allez, j'emmène Ratatouille avec moi, on va faire un tour chez Hidalgo. Elle a horreur de ces bestioles. Alors ça, c'est David Nimal sur Instagram qui l'a réalisé. Il parodie à peu près tous les politiques, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, en passant bien sûr par Emmanuel Macron. Ces vidéos font entre 1 et 12 millions de vues, c'est pas rien. Le problème, c'est que certains internautes y croient dur comme fer, si on en croit quelques commentaires sur la tenue de Rachida Dati qui semble trop propre, par exemple pour quelqu'un qui se fait passer pour un éboueur, ou des questions telles que « mais elle va vraiment ramasser toutes les poubelles ?» Donc encore une fois, faites attention, ne croyez pas tout ce que vous voyez, et même si c'est vrai que parfois la fiction peut vite dépasser la réalité. Bon, Maud, elle est en campagne électorale. Ah bah c'est le jeu, hein. Elle a une très belle énergie quand même. Moi, je trouve pas mal cette femme qui est quand même toujours très élégamment vêtue. Elle vit dans un milieu social assez à l'aise. On la voit avec son ciré, son débardeur à côté d'un ramasseur de poubelles, conduire le camion, prendre la poubelle elle-même. Peut-être que si un jour elle est élue maire de Paris, elle continuera à le faire elle-même. Mais on ne sait jamais. Mais non. Non, là, vous lui faites un procès d'intention. Mais non, mais c'est pas grave, tout le monde le fait. De gauche, de droite, je sais bien. C'est le jeu. Moi, je trouve qu'il y a quand même du culot. Écoutez, elle est couille. En vrai, le vrai culot. Vous avez dit quoi? Elle est couille. Oui, d'accord. Le vrai
vrai culot, c'est d'aller sur des points de deal. Là, j'avoue, oui, mais la façon dont elle le fait, vous savez, c'est une femme qui n'a peur de rien. Elle ose tout, voilà, elle est capable de tout. Vous aimez les femmes couillues, alors, Perico? C'est pas le problème. Non, j'aime les femmes politiques courageuses qui assument leur engagement et qui n'ont peur de rien. Et puis, si vous saviez le nombre de Parisiens, moi je ne prends pas parti, évidemment, vous non plus, qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'il y a un changement de majorité à la tête de la mairie de Paris. Et effectivement, moi je me souviens de Madame Hidalgo, qui s'était revêtue une combinaison en latex, je crois que c'était en plastique, pour aller se tremper dans la Seine, pour nous dire que la Seine était saine. J'ai dit, mais si la Seine est saine, à ce moment-là, on y va, même la peau, c'est qu'il n'y a pas de danger, jusqu'au cou. Voilà, c'était pas très convaincant, parce que se baigner dans la Seine, c'est pas d'une utilité, c'est très bien, hein, j'ai rien contre les bains dans la Seine, c'est pas d'une utilité fondamentale pour les Parisiennes et les Parisiens qui ont besoin de se promener. Vous voyez, on va remonter en brasse indienne du pont de l'Alma jusqu'au pont de Saint-Lith, je veux bien, ou descendre, ou faire du surf, ou faire la planche sur la Seine, voilà. Mais là, par contre, une possible futur maire de Paris nous montrant à côté, comme on dit, un boueux qui est là, qui est content d'avoir à côté d'elle. Voilà, elle manipule le camion, elle roule à 35 et tout. Déjà, si elle désenclave un petit peu la circulation parisienne avec les camions poubelles, en provoquant qu'elle nous rende les berges de la Seine. Les voies Georges Pompidou, je reconnais que c'était à un moment donné un peu trop, mais enfin, là, le samedi, on a 3 pelés qui font, avec 2 tondus, qui font des balades en trottinette. Enfin, elle s'est prononcée en faveur de la piétonisation de Rivoli et des voies uniquement dédiées aux bus, etc. quand même. Elle a le droit, voilà. Mais enfin bon, le ramassage. Faut séduire aussi ces électeurs-là, le ramassage des poubelles. Quand vous êtes dans la rue, vous avez quelqu'un qui a une crise cardiaque dans la voiture, vous avez quelqu'un qui est en train d'accoucher, et vous avez patience, ramassage des poubelles dans Paris, ça klaxonne et on peut rien faire parce que c'est comme ça. Je crois qu'on comprend que les aspirations des Parisiens, et si on a cette ferveur, ce punchy, voilà, cette énergie de Rachida Dati à la tête de la mairie de Paris, je suis sûr qu'il y a des Parisiens qui apprécieront. Voilà, ma Chamonde, ce qu'on pouvait en dire. On suit l'affaire, s'il y a d'autres spots. Ah bien sûr, moi je suis toutes les vidéos de Rachida Dati, je vous les envoie. Moi ça m'a fait ma semaine. Allez, vous restez bien avec nous, une polémique cette fois sur le rythme scolaire. On en parle avec Aurélie Gagné dans un petit instant et n'hésitez pas à réagir. Ça vous concerne sûrement. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. La Convention citoyenne a adopté dimanche 20 propositions pour remettre l'enfant au cœur de la société. Parmi celles-ci, plusieurs d'entre elles portent sur les rythmes scolaires. L'idée serait de passer de 4 à 5 jours de cours par semaine. Il faut se rappeler qu'en 2013, la réforme des rythmes scolaires qui avait permis de passer de 4 jours à 4 jours et demi avait été abandonnée 4 ans plus tard dans la plupart des écoles. Alors est-ce vraiment une si bonne idée? On en parle avec Aurélie Gagné, porte-parole et co-secrétaire générale du syndicat FSU SNUI-PP. Bonjour. Bonjour Aurélie Gagné. Alors la Convention citoyenne, on avait envie de leur dire occupez-vous de tout, mais touchez pas à l'école. Ils ont besoin de mettre les pieds dedans. Évidemment, c'est une idée à la Convention citoyenne. On a l'impression qu'ils ont que ça à faire, qu'ils ont besoin de meubler leur emploi du temps et leur mission en proposant des projets polémiques. Aurélie Gagné, nous sommes d'accord, on va le dire en 2 mots, c'est une très très mauvaise idée la semaine. Si on prend cette mesure particulièrement, sans tenir compte du reste, oui. Oui, pas en absolu, voilà, mais il faudrait que la configuration de l'école soit différente. C'est ça, exactement. Mais aujourd'hui, en l'état, changer uniquement les rythmes scolaires pour le monde enseignant, ce sera globalement non. Qu'est-ce qui, à votre avis, a suscité dans la Convention citoyenne? Ce sont peut-être des enseignants. Est-ce qu'il y a dans le corps enseignant une petite minorité qui est favorable quand même à cette... Oui. Sur des arguments peut-être respectables, mais qui ne tiennent pas compte de la réalité, c'est ça? Tout à fait. Évidemment, on n'est pas à 100%, le monde enseignant n'est pas à 100% défavorable je dirais au débat 4 jours et demi. Mais globalement, vous citiez 2013, la société a changé, le monde enseignant a changé, l'école avec un grand V a changé, les conditions de travail et de scolarisation ont changé. L'idée c'est quoi? Si vous faites l'avocat du diable et que vous prenez leurs propositions, l'idée ça serait quoi? C'est que le rythme scolaire est mal réparti, que les journées sont trop longues, que si les élèves travaillaient un petit peu moins, ils seraient plus performants. C'est ça en gros qu'il veut nous expliquer? Oui. Alors, la Convention citoyenne, elle fait des constats qu'on partage. Des constats, par exemple, sur le fait que les enfants sont fatigués. Jusque-là, ça va très bien. Voilà. Leur emploi du temps est dense. D'ailleurs, ils sont calqués. Leur emploi du temps est calqué sur celui de leurs
leurs parents très souvent. Ils vont très tôt dans les locaux scolaires et puis ils en ressortent assez tard. D'ailleurs, si on changeait les rythmes... Ça, c'est un élément déterminant. Si on changeait les rythmes et que les enfants finissaient à 15h ou 15h30, pour autant, ils ne pourraient pas sortir de l'école parce que leurs parents, la plupart du temps, travaillent. Alors moi, j'ai appelé beaucoup d'enseignants, sans savoir s'ils appartenaient à une tendance ou une autre, ou un syndicat. C'est ceux que je connais parce que dans ma vie professionnelle et familiale, je connais beaucoup d'enseignants à tous les échelons. J'en ai pas trouvé un pour me défendre l'idée. Celui qui a été le plus véhément, il m'a dit on va parler de façon très pratique. Je sais pas ce que vous en pensez, Aurélie Gagné. Il me dit un cours, il y a déjà 10 à 15 minutes de démarrage pour le cours. Même quand il y a 1 heure. Donc, 45 minutes moins 10, ça veut dire qu'on aura des cours de 35 minutes, parce que c'est pas vrai. On lance pas tout de suite, c'est pas à la première minute que les élèves sont plongés dans le dossier, dans le devoir, dans le cours lui-même. Donc, le temps de lancement, 45 minutes, ce n'est pas possible. Voilà. Il dit, philosophiquement, on comprend très bien ce que ça veut dire. Certes, plus c'est court, plus c'est concentré, plus l'élève est attentif, mais dans la réalité, c'est impossible à appliquer. Vous êtes d'accord avec cette approche ? Alors sur le paramétrage du cours, ça concerne plutôt le second degré. Par contre, là où je rejoins ce que vous dites, et ça concerne c'est interdegré. La vie à l'école a changé. On doit accueillir, et c'est normal, tous les élèves, quels qu'ils soient, en situation de handicap ou pas, des élèves parfois éruptifs. Ça, c'est pas évident à gérer. On fait classe le mieux possible. On a des effectifs qui souvent sont trop chargés. Donc, faire classe à des individualités particulières, tout ça dans des classes de 25 élèves. Le métier est devenu complexe. Les enseignants sont fatigués. On manque de moyens. Il y a trop d'élèves dans les classes. Il n'y a pas assez d'AESH pour aider tous ces élèves qui en ont besoin. Il n'y a pas assez de formation. Donc, avant de s'attaquer au rythme scolaire, déjà, il nous faut des moyens pour bien fonctionner, bien faire fonctionner l'école. On manque bien de personnel. 5 jours, ça veut dire plus d'enseignants à tous les échelons, plus de personnel disponible, plus de temps de disponibilité. Aujourd'hui, l'Éducation nationale ne peut pas répondre à cette demande dans l'état actuel. Dans l'état actuel, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Embaucher ? Former ? C'est-à-dire qu'on reprend tout le problème à zéro. C'est l'Éducation nationale elle-même qui est remise en cause, et dans certaines circonstances, oui, on pourrait envisager, vous allez me dire, dans certaines classes, pour certains niveaux scolaires, les 5 jours pourraient être envisageables, mais pas sur la totalité de la scolarité, ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une graduation qu'on pourrait envisager ? S'il y avait les effectifs suffisants. À l'heure actuelle, il faut vraiment repenser l'école dans sa globalité, c'est clair. Tant que ce ne sera pas repensé dans sa globalité, le temps scolaire... je dirais une réforme du temps scolaire n'a pas lieu d'être en l'état. Et il faut absolument alors il faut plus de personnel, ça on est tout à fait là-dessus, c'est un de nos mandats. Mais pour avoir plus de personnel, il faut que les métiers soient attractifs. Et là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Le concours ne fait pas le plein. Là, c'est clair. Il y a des académies qui sont déficitaires régulièrement. Problème de salaire, problème de conditions de travail. Vraiment, j'insiste, conditions de travail qui sont liées aux conditions de scolarisation. Si on chiffrait, je pense que vous n'avez pas eu le temps de le faire, mais si on appliquait la semaine des 5 jours telle qu'elle est proposée par la Convention citoyenne, ça supposerait combien d'enseignants, de professeurs, d'instituteurs des écoles en plus ? Est-ce qu'on a là aujourd'hui l'effectif, il est de quoi ? On n'a pas les chiffres. C'est assez mais ça serait facilement un quart d'effectifs en plus. Si et non seulement voulait ça, plus la logistique attenante. Ouais, voilà, oui. Si on voulait vraiment être, je dirais, à l'aise, effectivement, oui, on serait là-dessus. Après, moi, j'ai pas de chiffres précis, mais de toute façon, il faut des personnels. Il faut des personnels. Il faut pas, je dirais, que l'État continue à gérer avec des personnels contractuels, à faire, je dirais, le plein en embauchant des contractuels qui ne sont pas formés, qui ne sont pas très bien traités non plus. Il faut des fonctionnaires qui soient formés, qui soient mieux reconnus aussi par la société, par l'éducation nationale. Il faut que l'école redevienne attractive. Ça, c'est un des combats de votre syndicat. Il n'est pas le seul. Dites-moi deux mots sur donc SNU, SUIPP. Quelle est la signification de ce syndicat ? C'est le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles. Il est aujourd'hui en quelle position ? Nous sommes le premier syndicat au niveau de l'école publique. Le plus représentatif, voilà, représentatif en école publique. Ouais. Là-dessus, il y a une cohésion totale sur l'approche des 5 jours. Je pense qu'il y a chez vous des gens qui ont dit il faudrait peut-être examiner la possibilité. Il y a toujours un débat parce qu'on met ça en parallèle avec ce que disent les chronobiologistes. Donc évidemment, il y a un débat qu'on mène au sein de notre syndicat, mais globalement, on a des collègues sur le terrain, dans les classes, qui nous disent mais moi, en l'état, je ne peux pas faire classe 5 jours de suite. Je ne peux pas. Je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai besoin du mercredi.
Je veux dire, on arrive sur des débats très terre à terre, mais la réalité c'est quand même ça, c'est je suis épuisée, j'ai besoin de mon mercredi pour couper, pour préparer mes cours, pour préparer tous les projets, pour recommencer le jeudi. Donc tant qu'on aura des personnels qui se disent épuisés, tant qu'on aura des personnels qui, je dirais, font fonctionner l'école tant bien que mal, on ne pourra pas prendre à bras le corps cette question des rythmes. En fait, on supprime la demi-journée du mercredi. On fait un temps plein du lundi matin au vendredi soir. Il n'y a pas de pause, veut dire et donc le prétexte, ça serait oui, mais il y aurait le week-end entier pour. Et encore, je connais des établissements privés qui malgré tout garderaient le samedi matin parce qu'ils se diraient donc c'est pas résolu. Et la vie de famille, aujourd'hui, la vie des familles françaises, on dirait que la Convention citoyenne, elle porte le nom de Convention citoyenne. On a envie de leur dire, est-ce que vous êtes bien d'accord sur le principe de citoyen? Est-ce que vous êtes renseigné auprès de la population, auprès des gens, auprès du peuple, pour savoir si c'est une mesure qui viendrait, qui favoriserait la vie de famille? Non, pas du tout. Alors après, ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est que la Convention citoyenne, elle a vraiment étudié, comme la commande le demandait, les temps de l'enfant vraiment dans sa globalité. Oui. Donc d'ailleurs, je crois qu'elle précise qu'à un moment donné, les réformes, elles doivent se faire en globalité et pas prendre spécifiquement 4 jours et demi, 5 jours ou 4 jours. Voilà. Donc dans la globalité, il y a énormément de choses qui sont intéressantes à prendre quand même. Il y a des suggestions sur le fonctionnement de l'école que la Convention citoyenne a formulées, qui peuvent être étudiées ou retenues ou non? Oui, complètement. La Convention nous rejoint le SNUPP sur la réduction des effectifs par classe, la nécessité de détecter... C'est quoi le bon chiffre? 20, 25? 20. À l'heure actuelle, 20... Allez, 25, grand maximum, mais 20 voilà, c'est mieux. Mais 20 maximum, avec des effectifs plus bas, notamment dans les REP ou REP+. Et là, l'équation est formelle, c'est 15-20% d'enseignants supplémentaires, voilà. proportionnellement Alors ça, c'est clair. Et puis nous, on va même plus loin dans nos mandats. C'est qu'il faut vraiment repenser l'école, et un enseignant à temps complet sur une classe... Nous, c'est quelque chose, on demande à revenir là-dessus. Il faudrait que les enseignants aient du temps, nous on dit 18 heures devant élèves, et après des heures qui soient hors élèves, pour faire des projets, tous les projets que nous faisons hors temps scolaire, que voilà, les rencontres avec les familles qui sont très nombreuses, bien les sûr. rencontres avec les partenaires. Donc là aussi, pour un temps d'école, un temps élève de 24 heures, évidemment, si on partait sur 18 heures, il faudrait plus de personnel. Bon, pour votre syndicat et peut-être d'autres, la première mesure urgente, essentielle à prendre, quel que soit le gouvernement ou le président de la République, revaloriser ce métier, vous donner des salaires qui soient conformes à l'importance qui est la vôtre dans l'éducation nationale, dans l'avenir du pays, même dans, j'allais dire, dans l'essence de la République. C'est fondamental. Vous êtes les gardiens de la République, en premier rang, en première ligne. Voilà. Tout à fait. Et ça, ça interpelle quand même le fait que, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, dans le nouveau gouvernement, apparaisse en 9e place au niveau protocolaire. Alors, quand on fait les comparaisons avec les autres pays, pour l'économie, c'est toujours la France fait... Alors là, par contre, la France est en retard sur tous les autres pays, et là, par contre, personne ne le mentionne. C'est quand même assez extraordinaire. Tout à fait. Bon, en tout cas, votre combat continue, je pense. Ça sera l'occasion pour vous de réaffirmer les priorités de l'éducation nationale. Merci Aurélie Gagné d'avoir témoigné pour aujourd'hui sur ce sujet des 5 jours à l'école. Bon, vous restez avec nous parce qu'on va recevoir Jean-Baptiste Léon, Contribuables Associés, c'est son association. Il a produit le livre noir de l'argent public. C'est absolument terrifiant. On a encore une envie, c'est de prendre l'avion, de partir. Mais bon, on est quand même des républicains courageux. Les chiffres qu'il annonce sont absolument calamiteux. Et voilà, est-ce que la France est en ruine ou en faillite, voire aux proches de la liquidation? On va décrypter tout ça avec lui. Vous restez à l'antenne et vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Chers auditeurs de Sud Radio, il est 13h03, vous êtes avec Perico Légas et je reçois Jean-Baptiste Léon, journaliste et directeur des publications des Contribuables Associés. Je n'ai pas de bonnes nouvelles, lui non plus, à vous annoncer. Je disais tout à l'heure, en présentation des titres, la France est-elle en faillite, voire en ruine, et d'un commun accord, quand on consulte des experts, on vous dit si c'était une entreprise, si c'était une PME, elle serait plutôt assez proche de la liquidation judiciaire. Les chiffres que Jean-Baptiste Léon nous donne sont à la fois alarmants, terrifiants et calamiteux. Pour un temps, c'est un travail d'enquête extrêmement précis, douloureux certainement, mais qui reprend tous les éléments qui nous permettent de dire que ça va
très très mal. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? On va le voir avec lui. Donc le livre noir de l'argent public, les secrets de l'État en faillite, tout y est, à lire évidemment d'urgence par la classe politique, nous gouvernons tous les élus pour savoir où on en est. On soupçonne évidemment les gens qui nous ont conduits à cette situation. Je parle des directeurs du Trésor de Bercy, de tous les ministres de l'économie et des finances et des ministres des comptes publics, de savoir tout en détail. Jean-Baptiste Léon, est-ce que la situation elle est grave ou elle est désespérée? Elle est grave, désespérée jamais, parce que je pense qu'on peut toujours s'en sortir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même en matière financière. Mais force est de constater qu'effectivement, nos finances publiques sont dans un piteux état. On a en face de nous un Titanic budgétaire. Tout l'objectif des années qui viennent, ça va être d'éviter ce Titanic et éviter que le paquebot France ne sombre. Alors, je vais donner des chiffres très simples, qui est la base de votre travail. Ensuite, on va décrypter et puis vous rentrer dans les détails. En 2024, l'État a engrangé, les recettes de l'État étaient de 289,5 milliards d'euros. Voilà. Il a dépensé 443,4 milliards d'euros, les dépenses de l'État. Déficit net pour l'année 2024, 153,9 milliards, presque 154 milliards. Si on transpose, parce que les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe, on transpose ça à l'économie d'un ménage, d'un foyer français, c'est comme si vous avez un revenu mensuel de 2895 euros, revenu familial ou individuel, votre dépense mensuelle, votre train de vie, vos dépenses est de 4434 euros. Et au final, sur votre compte bancaire, le banquier vous appelle et vous dit vous êtes à découvert de 1539 euros tous les mois. Multiplié par 12, vous imaginez bien qu'au niveau d'une gestion d'un foyer personnel, ça peut pas durer. D'une entreprise, c'est le dépôt de bilan ou la faillite immédiate. Et en France, non, la machine continue. Alors, en plus, comme vous dites, le phénomène est exponentiel. Plus ça va, plus on accumule la dette, plus elle s'alourdit et plus les effets sont catastrophiques. Oui, et puis ça dure depuis 50 ans. Le dernier budget voté pas en déficit, mais bénéficiaire en France, il était un petit peu à l'équilibre, il était à 0,1% de bénéficiaires. Sous Georges Pompidou. 1974, oui. Et à partir de 1975, on bascule, et donc plus de 50 ans de déficit accumulé, et donc, comme vous le disiez très bien, Perico, ces déficits accumulés créent notre dette, qui est devenue aujourd'hui abyssale, c'est plus de 3400 milliards d'euros, c'est plus de 115% du PIB, ça veut dire que... 11516,6% du PIB. Voilà, exactement, et puis on va avoir des nouveaux chiffres dans quelques semaines, et ça aura encore augmenté, et donc toute cette dette accumulée, ça nous coûte cher. Pourquoi? Parce que les simples intérêts, par exemple, des intérêts de la dette qu'on doit payer chaque année, sans parler du capital en soi, aujourd'hui sont supérieurs à beaucoup de postes budgétaires de l'État, notamment la défense. Et vous dites que bientôt 67 milliards, je crois, le remboursement. On dit bien le remboursement des intérêts de la dette. On uniquement parle pas de la dette. Sans parler du stock. Voilà. Ouais. Si on le met sur le calendrier, ça veut dire que la France travaille au remboursement de sa dette jusqu'à juillet-août. Presque quelque chose comme ça à peu près, oui. Même plus que ça, si vous prenez l'ensemble des dépenses publiques, c'est l'État central, c'est les collectivités et la sécurité sociale. Si on regarde les dépenses publiques je le rapporte au calendrier dans le livre en 2024, on arrive en France à vivre à crédit à partir du 24 novembre. Et on est bien d'accord que cette somme faramineuse, 67 milliards, ne comble pas le trou. Elle rembourse les organismes financiers qui ont prêté de l'argent à la France. C'est les intérêts, c'est les adios, le terme c'est les adios, que vous auriez sur un compte déficitaire, vous auriez un compte à découvert avec ce qu'on appelle en rouge, ce sont les intérêts que vous payez à la banque. On rembourse, alors que les gens comprennent bien, ces 67 milliards, on rembourse qui? Quels sont les organismes qui ont prêté de l'argent à la France et qui se font... Quand on regarde la dette publique, aujourd'hui, quels sont les détenteurs de la dette publique? On n'a que des grands indicateurs. On sait que à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié des détenteurs de la dette publique sont des détenteurs étrangers. Ça peut être des fonds souverains, des banques étrangères, etc., etc. Et l'autre moitié est détenue par des Français, par des institutions financières françaises, et puis par des particuliers, des Français qui ont investi dans des obligations d'État via leur assurance vie. Donc les Français sont eux-mêmes créanciers de la dette publique. Ce qui veut dire que quelque part, comme certains ont tendance à le dire, si on voulait annuler, si on voulait annuler cette dette, aujourd'hui, on ruinerait les épargnants français. Aujourd'hui, vous dites d'un nourrisson à un centenaire, on est sur une dette... 50 000 euros. 50 000 euros par habitant. Par habitant. Voilà. Donc s'il fallait la rembourser tout de suite,
Alors, il y en a qui pourraient payer, et il y en a énormément qui ne pourraient pas la payer. Enfin, je veux dire, Et pour revenir, pour voir à quel point l'étendue des choses s'est aggravée, quand on parlait tout à l'heure du calendrier, donc jusqu'à partir du 24 novembre, la France vit à crédit. En 1980, ça allait beaucoup mieux. On était à crédit simplement les 4 derniers jours de l'année. C'est dire si... Les 4 derniers jours de l'année. Les 4 derniers jours. Là, aujourd'hui, c'est 38 jours. Cette année, voilà. La statistique est terrifiante. Comment fonctionne, j'allais dire, la demande de la dette? Vous êtes le gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, Premier ministre, président de la République. On va dire que ce soit Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, on fait un bilan annuel et Bercy vous dit il va nous manquer de temps pour finir l'année, c'est ça? Oui, ou même les bilans sont quotidiens en fait. Sont quotidiens. Mais on sait que ces dernières années, on va lever à peu près, et puis l'année prochaine, on va lever plus de 300 milliards d'euros de dette. Alors, qui va lever? Qui lance? Quel est l'organisme? Quelle est l'autorité de la République qui dit je vais sur les marchés? C'est piloté par France Trésor. Par France Trésor qui dépend de quoi? De Bercy, du ministère des Finances, de l'économie. Des agents publics remarquables. Hein. On a des gens extrêmement brillants, mais c'est cette logique-là en fait de déficit. La dette ne poserait pas de problème si elle était à un niveau bien moindre. Et est-ce qu'elle est réellement vers des dépenses d'investissement, alors qu'aujourd'hui on finance beaucoup nos dépenses de fonctionnement. Et ça pourrait aller beaucoup mieux si, de par nos politiques publiques, on n'accumulait pas ces déficits. La dette n'est que le résultat d'une mauvaise gestion budgétaire. On est bien d'accord. Ces hauts fonctionnaires donc donnent un ordre, ils émettent un ordre d'achat d'emprunt quelque part. Ce sont des bons du Trésor que l'on met sur le marché international. Les OAT à 10 ans, etc. Après, il y a le premier marché, le second marché. C'est pour ça que souvent il est difficile d'identifier qui détient la dette, parce qu'il y a un marché primaire. Après, il y a d'autres opérations financières qui fait que c'est d'autres créanciers qui vont acquérir ces OAT ou ces bons du Trésor. Donc, alors à ce niveau-là, on peut dire qu'on a encore la confiance de nos partenaires étrangers. La France est encore avec aujourd'hui un pourcentage. Hein. Voilà, elle est encore. C'est pas gratuit. Ouais, c'est pas gratuit, mais entre guillemets, c'est encore soutenable au sens où on emprunte encore de la dette française. Mais c'est vrai que les intérêts ont tendance à monter. Et pourquoi nos partenaires étrangers, les investisseurs, ont quelque part confiance, une certaine forme de confiance. Oui, c'est la France. C'est la France, parce que on est une puissance importante, on est une puissance nucléaire, on a un très très haut recouvrement de l'impôt, c'est quasiment 100%. Notre administration fiscale est au moins ça sert à ça, extrêmement en même temps performante. c'est dû aussi à ça. Oui, et aussi pourquoi? Parce que la France détient un fort patrimoine. Si vous faites le cumul du patrimoine français, de l'épargne des Français immobilier, on a quasiment 20 000 milliards de richesses. Alors, dites-le doucement. Ça fait dire aux créanciers que quelque part, si l'État est en faillite, peut-être qu'on pourra ponctionner un peu plus l'argent des Français. Jean-Baptiste Léon, dites-le doucement, parce que je pense qu'il y a des organismes politiques en France qui seraient dit, mais il y a un petit pactole qui dort dans le bas de laine, et si on allait s'en servir pour colmater je suis sûr que ça traverse la dette. Ça a été dit il n'y a pas très longtemps par certains élus, oui. Pour en rester au mécanisme, ces fonds financiers sont versés à la Banque de France. Vous voyez que comment ça se passe concrètement pour que les gens comprennent? On emprunte sur les marchés internationaux, on nous fait un virement de tant de centaines de millions de dollars. Moi, personnellement, je suis un observateur, je ne suis pas un économiste en soi. En tout cas, c'est bien de l'argent qui est emprunté. C'est l'argent qui est emprunté à des fonds qui prêtent. Oui, en ils France, comptabilisent. Encore à des fonds français ou à des fonds, encore une fois, étrangers. Mais c'est le gros problème, en fait, de cette dette, après, c'est la dimension souveraine. C'est-à-dire que, quelque part, ces acteurs financiers étrangers peuvent faire pression sur notre pays. Voilà. Et c'est ça le plus grave, quelque part. On dit que la Chine détient une grande partie de la dette américaine. La dette française est détenue par des puissances étrangères, ou des organismes privés ou publics. Ça peut être des Qataris, des Saoudiens, des Norvégiens. Je pense que les Norvégiens ont un fonds souverain qui est extraordinaire. Ils sont une économie extrêmement puissante et donc détiennent une part de la dette. Donc en sous-main ou quelque part, si la situation géopolitique internationale s'aggrave, ça peut être des leviers de pression. On l'a très bien vu au moment de la crise grecque, où la Chine a beaucoup prêté aux Grecs, mais à un moment elle a dit aux Grecs, non, il n'y a pas besoin de nous rembourser, messieurs les Grecs. En revanche, on veut bien vous acheter une partie du port du Pirée. Et voilà, donc c'est un pan de souveraineté grecque qui a disparu. Ce genre de choses pourrait peut-être nous arriver si on ne corrige pas le tir. On peut démanteler, on se souvient que l'aéroport de Toulouse avait failli être vendu aux Chinois, donc on peut démanteler le patrimoine économique et les richesses de la France. Ça veut dire que notre souveraineté est atteinte. La souveraineté de la France est limitée en termes financiers aujourd'hui. Oui, je pense, et ça, il y a un autre pendant, vous parliez de l'aéroport de Toulouse, mais on retrouve cette situation dans l'économie privée aussi, avec notamment énormément de vignobles qui sont achetés par des acteurs étrangers, dont chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre économie
privé, entre guillemets, pâtit beaucoup de la prééminence de l'économie publique et de la dépense publique. C'est-à-dire qu'un euro de dépense publique, c'est 1 euro de moins qui va être levé par l'impôt. Ça va être 1 euro de moins pour une entreprise, voire 2 euros de moins pour pouvoir investir. Donc notre suradministration, en fait, a des conséquences dramatiques sur notre économie. Et ce qui explique après qu'effectivement, que par rapport aux partenaires étrangers, eh bien, on n'est pas très bon. Vous restez avec nous. Nous sommes avec Jean-Baptiste Léon qui a écrit le livre noir de l'argent public. C'est pas que des bonnes nouvelles, mais on décrypte avec lui la situation financière de la France. On se retrouve dans un instant et vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez envie de poser des questions. Je suis sûr qu'il y en a plein, il y a plein de réponses qui vous attendent. Nous sommes avec Jean-Baptiste Léon, auteur du livre noir de l'argent public. Je peux vous dire, c'est un cauchemar ce livre. Enfin, en même temps, faut dire la vérité telle qu'elles sont. C'est un travail remarquable, une enquête journalistique sur tous les chiffres des comptes de la République. Je disais tout à l'heure en ouverture que est-ce que la France est ruinée ou en faillite, et si c'était une entreprise, elle serait en liquidation judiciaire. Jean-Baptiste Léon, on continue cet échange. On va pointer les différents trous dans la caisse. On va commencer par le plus gros, qui est le modèle social français. Les retraites, les caisses d'allocation familiale, les caisses primaires d'assurance maladie. Le président de la République avait utilisé l'expression, mais c'est un pognon dingue. Ah oui, c'est un pognon dingue, hein, c'est 57% des recettes de l'État. Vous pointez surtout, la caisse des retraites, c'est la retraite des fonctionnaires qui est très chère. Ou non? Oui, on peut revenir même en arrière, si vous voulez bien, Perico. L'État a fait il y a 2 ans un super site internet qui s'appelle « À quoi servent mes impôts ?» Oui, donc, je me souviens. Et il est très bien, c'était sous Gabriel Attal. Et il donne des chiffres qui sont très parlants. Que financent nos impôts? Effectivement, comme vous le disiez très bien, sur 1000 euros d'impôts, plus de la majorité va, 561 euros exactement, va à la protection sociale, donc les retraites, la santé, l'aide aux familles, le chômage. Si on regarde, on peut revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'éducation, c'est 88 euros sur 1000. Le fonctionnement des administrations, c'est 66 euros. Et par exemple, si on regarde l'aspect régalien des choses, oui, c'est-à-dire défense, sécurité, oui, police, et puis diplomatie, on est à 561 euros sur 1000 de dépenses sociales, et le régalien, il est aux alentours de 60 euros. Vous vous rendez compte? Mais c'est dire, et le régalien, c'est vraiment l'émission pure de l'État. De l'État, et ils s'en intéressent, et on est en train de corriger le tir, Dieu merci, mais l'écart entre cette sphère sociale qui est XXL et le régalien qui est en t-shirt taille S très serré est gravissime. 561 euros sur 1000 euros que gagne l'État chaque année, donc 56,10%, on arrondit à 57 pour certains, c'est le prix du modèle social français. Oui. C'est à l'honneur de la France et de la République, sauf que la phrase de Raymond Barre, nous vivons en 1976, nous vivons au-dessus de nos moyens, là c'est plus qu'au-dessus de nos moyens. On vit de façon absolument aberrante par rapport à notre richesse. Je me souviens d'une phrase, quelqu'un qui avait rencontré Marcel Dassault qui disait à son petit-fils, tu ne peux pas dépenser plus que tu ne gagnes dans ton bilan financier. Le modèle social français, donc 561 euros sur 1000 chaque année, je suis sûr, et on le sait, on va pas le supprimer, il est l'honneur de la France et c'est une conquête citoyenne, une conquête politique. Je suis sûr que si on regarde dans le détail, on peut peut-être descendre de 561 à 380 ou 310 et rester opérationnel. Il y a du gaspillage, il y a du gâchis ou non? Il y a du gaspillage, il y a du gâchis, il y a de la fraude aussi dite sociale, il y a de la fraude aussi sous un autre aspect dite fiscale. Mais on voit que, notamment sur la fraude, c'est intéressant. L'État s'y est mis. Pendant longtemps, on n'avait pas tellement de chiffres officiels autour de la fraude. Il y avait des très bons essayistes qui avaient essayé de... Il y a des contrôles. Oui, il y a des contrôles, mais pas assez. En fait, on n'a pas assez de moyens de contrôler. Et par exemple, dans les CAF, etc., ils sont quelques centaines pour toute la France pour contrôler, même si ça avance. Mais c'est toujours difficile, par exemple, pour les CAF, c'est une administration qui est là pour verser l'allocation familiale, hein. Ouais, voilà. Ce sont des administrations qui sont là pour verser des subsides, donc ils ont du mal. C'est pas leur logique première à contrôler leur propre. Elles n'ont pas été faites pour ça. Donc on manque de contrôleurs. Et cela dit, donc il y a 2 ans, l'État a réussi à chiffrer le montant potentiel. Alors c'est qu'une estimation et qui est sous-évaluée de 4,5 milliards. Oui, ça dépend des branches, mais par exemple juste pour la fraude sociale, on est à 13 milliards identifiés, 13 estimés. 8%, hein, 8% par an en fraude ou en... Ouais, ça dépend des branches, mais ça peut être même beaucoup plus pour certaines, mais sur ces 13 milliards d'euros estimés, il y en a vraiment 2,1 milliards qui a été purement identifié.
Donc on sait que ça, c'est vraiment de la pure fraude. Et sur les 2,1 milliards, il n'y en a que 600 millions qui ont été récupérés. Donc c'est dire qu'il y a des marges de manœuvre, il y a encore moyen d'avancer plus sur ce type de thématique. Droits abusifs qui sont... Oui, fraude aux cotisations, fraude aux prestations, c'est de toute nature, c'est des particuliers, c'est des professionnels. Qui se promènent. Voilà, c'est ça aussi. Même si là, sur les cartes vitales, ça a beaucoup évolué. Effectivement, il y a quelques années, on avait plusieurs centaines de milliers, sinon plusieurs millions qui étaient en circulation. Et là, il y a eu un redressement important qui a été fait, qui permet de corriger ce type de travers. Donc, alors, le sujet des retraites qui est au cœur du débat politique français et qui anime la vie politique depuis 3 ans, qui déchire le pays d'ailleurs. Vous dites oui, il y a un problème des retraites, c'est clair. En même temps, c'est la fierté de la France pouvoir donner à ses retraités un niveau de vie raisonnable. Vous dites que le poids le plus lourd, il pose quand même sur la retraite de la fonction publique. Oui, et tout à l'heure on parlait de la dette, là c'est ce qu'on appelle aussi la dette hors bilan, c'est une dette qui est à côté de la dette officielle et qui considère, qui prend en considération ce qu'on appelle les engagements hors bilan de l'État. Donc c'est des promesses en fait de l'État. L'État s'est engagé à payer un certain nombre de choses et notamment donc la retraite des fonctionnaires. En 2023, on estimait que cette dette hors bilan était à quasiment 4200 milliards. Donc c'est le double de la dette officielle. 4,188. Ouais, tout à fait. Expliquez-nous ce que c'est que l'engagement hors bilan. C'est-à-dire, c'est un emprunt supplémentaire qui n'est pas fait dans les procédures habituelles. Ce sont des garanties, c'est des engagements qui ont été pris avec par des l'État, banques. Par le gouvernement, donc oui, ça concernait certaines garanties qui ont été mises en place pendant le Covid aussi. C'est les subventions d'équilibre au système SNCF. Et donc, c'est les engagements, c'est-à-dire donc ce que l'État va devoir payer en termes de retraite à ses fonctionnaires dans le futur. C'est de la somme empruntée, ça aussi, ou non? Pour payer? Ou pas direct, oui. C'est difficile de le savoir. Oui. C'est difficile de savoir parce que là-dessus, c'est un engagement. C'est un engagement. Et il faudra pas y couper. Alors ces engagements peuvent baisser, mais ils peuvent augmenter aussi. Selon qui a payé, selon les engagements qui vont être pris, cette somme peut évoluer à la baisse ou à la hausse. Donc 3 416 milliards officiels, plus les 4 milliards 188, donc on est... Pas loin des 8 000 milliards, oui. Oh là 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 ça fait 100 000 euros sur la tête ou sur les épaules de chaque Français, du bébé dont on parlait tout à l'heure jusqu'à... Vous êtes en train de nous annoncer, Jean-Baptiste Léon, que la vraie dette de la France aujourd'hui, elle s'approche des 8 000 milliards, 7 800 quelque chose. Oui. On peut s'en remettre ou non, ou il vaut mieux mettre la poussière sous le tapis? Non, encore une fois... C'est le Titanic, hein? Ouais. Ah, c'est le Titanic. Heureusement qu'il n'y a pas d'iceberg en vue, parce que là... Je commence le livre par cela. Mais c'est pour ça que je vous dis Titanic, ça. Oui. Et au capitaine, je crois qu'il s'appelait le capitaine Smith. Qui va prendre, de l'État. Oui, mais il reste à bord, lui. Il reste à bord, lui, quand ça coule. Avec la musique, avec les musiques. Donc, au capitaine Smith qui pilote la France de prendre les mesures nécessaires pour éviter, on peut encore échapper au choc de l'iceberg. Oui. Les capitaines Smith qui nous gouvernent depuis 74, voilà, ils ont tous leur part de responsabilité. Voilà, donc c'est maintenant qu'il faut que ça bouge, il faut que ça change vraiment. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un tournant? Alors, je fais pas un jugement de valeur. La gauche arrive au pouvoir, 1981, on dépense, on tient compte des promesses électorales de l'Union de la gauche de 1981. 83, la rigueur, parce qu'on a dépensé un petit peu plus, on a laissé courir la planche à billets, si je peux m'exprimer ainsi, l'euro n'existe pas. Est-ce que c'est pas à ce moment-là où la classe politique, il s'avère que c'est François Mitterrand et les gouvernements de gauche, même s'il y a des gens comme Jacques Delors ou Mauroy qui disent attention, on découvre qu'il y a la possibilité d'emprunter sur les marchés, et en avant la musique, ça se traduira par le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron en 2020. Allez, on y va, faites rouler. Alors, c'est plus la planche à billets, puisque ce n'est plus la Banque de France qui fournit. On va sur les marchés internationaux, on emprunte. Est-ce que la conclusion, c'est pas après moi le déluge? Mais quelqu'un va la payer, cette dette? Oui, nos enfants, nos petits-enfants, c'est là qu'est le problème, en fait. Pour revenir là-dessus, effectivement, quand on paye les intérêts de la dette, on paye en fait des investissements, des modes de fonctionnement passés. On paye la dette, on paye pour le passé, parce qu'on a fait... Et on finance pas des choses dont on a besoin. Et on finance plus l'avenir. Voilà ce que je vous disais. La vie d'aujourd'hui. Voilà ce que je vous disais aujourd'hui. Avant la fin de la décennie, en 2029, les intérêts de la dette seront supérieurs à 100 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est encore une fois plus que le budget. Ça sera le premier budget de l'État. Exactement. Le remboursement, nous disons bien le remboursement, pas la dette, le remboursement des intérêts de la dette. Et c'est autant d'argent, c'est 100 milliards, qui ça va même être plus, qu'on n'aura pas pour nos hôpitaux, pour nos écoles, etc., etc. Donc oui, c'est grave. Et pour revenir sur ce que vous disiez au début, je pense même que il y a eu un facteur d'accélération à partir de 1981, mais déjà le verre était dans le fruit précédemment. Oui, la pratique. Mais avec Raymond Barre qui faisait quand même attention, Giscard d'Estaing. Oui, Raymond Barre à l'époque, donc vous le citiez tout à l'heure en 1976.
Donc il disait que la France vivait au-dessus de ses moyens. La dette, entre le début du mandat de Raymond Barre et la fin, on était à 15 et 20% de dette. Donc vous voyez, on était encore, il y avait encore moyen de moyenner comme. Il a quoi? Il a 600 000 ou 700 000 chômeurs, quelque chose comme ça, qui est déjà très grave. On s'en inquiète, voilà. Même un petit peu moins, je pense. Mais et puis les prestations sociales qui. En fait, la France a été victime du choc pétrolier. On n'a pas su prendre les 73. On n'a pas su prendre les bonnes mesures. Voilà. C'est la fin des 30 Glorieuses, vous dites. 45-75. Oui, et on n'a pas su prendre les bonnes mesures à l'époque. Justement, on a cru que la dépense publique allait pouvoir amortir le choc. Alors qu'en fait, elle n'a fait qu'accentuer les dysfonctionnements. Alors vous parlez évidemment, on en a beaucoup parlé aussi dans le débat politique, les agences, les opérateurs de l'État, les autorités, 500 000 agents qui dépensent à tout va pour des investissements extrêmement aléatoires en termes de nécessité. Oui, on pense par exemple à une agence comme l'ADEME qui a pas si longtemps nous expliqué comment laver nos slips. Oui. Une agence de la transition écologique, on lui demande peut-être pas de mettre son nez dans les caleçons des Français. Oui, beaucoup d'agences. Alors le but du jeu au départ pour l'État, c'était entre guillemets de simplifier. Et souvent quand l'État veut simplifier, malheureusement, il complique. Et donc donner un peu plus de souplesse dans l'organisation des politiques publiques en créant des agences déconcentrées. Mais malheureusement, ces agences déconcentrées ne sont pas assez contrôlées et tournent un petit peu en roue libre, ont des sureffectifs et coûtent au final très très cher. Ouais. Ce sont des agences qui sont contractées par qui? Par des responsables politiques, par des énarques? Oui, voilà, il y a des hauts fonctionnaires. Alors les statuts sont très divers. Parce que là encore, on est dans la nomenclature de l'État et c'est vraiment très très complexe, à tel point que l'État et les députés, on avait eu la confidence d'un député il y a quelques années, un contribuable associé, qui nous avait dit les agences, c'est un coffre-fort dont on a perdu la clé. Nous, parlementaires, oui, l'expression est extraordinaire. Et nous parlementaires, qui devons évaluer les dépenses de ces agences, on n'y voit pas clair parce que l'État ne donne pas les éléments. C'est très masqué, très caché. Donc le but du jeu de ce livre, est d'essayer de mettre un petit peu le focus là-dessus et essayer d'en savoir plus. Et justement, vous parliez à raison tout à l'heure que ce livre doit être lu par les politiques parce qu'effectivement qu'ils s'emparent de ces sujets pour que le ménage soit fait. Même la Cour des comptes n'a pas des éléments pour pouvoir mettre son nez là-dedans. Il y a eu des bons rapports, mais c'est encore une fois d'une complexité assez abyssale. C'est une usine à gaz, qu'on peut dire. C'est une usine à gaz, comme beaucoup de choses en France. Et les parlementaires qui sont là pour évaluer les dépenses de l'exécutif, il y a des budgets annexes qu'on appelle les jaunes, les bleus, etc., qui doivent récapituler tous les éléments financiers des agences. Et en règle générale, ils sont pas intégraux, ces éléments. On n'a pas on n'a pas l'intégralité des éléments. Mais après, il y a des très bons élèves. Il y a des agences qui vont très très bien se comporter et d'autres qui gaspillent. Oui. Nous sommes avec Jean-Baptiste Léon, auteur du livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants et vous nous appelez au 0826 300 300 parce que vous avez probablement des questions à poser à ce grand expert du désastre de notre économie. Auteur du livre noir de l'argent public, il est 13h34 et nous décryptons la situation calamiteuse dans laquelle se trouve l'économie française. Jean-Baptiste Léon, on est en train de faire l'inventaire des trous dans la caisse. Vous comparez à une sandale qui aurait un trou, continuerait à marcher, dont le trou continuerait à s'agrandir parce qu'il y a un effet exponentiel. Plus on s'endette, plus la dette devient lourde et plus les intérêts de la dette deviennent conséquents. On oublie un chapitre, enfin vous l'oubliez pas, l'Union européenne, qui est quand même, on dit aujourd'hui, c'est la garantie, c'est la sûreté, c'est grâce à ça que la situation économique n'est pas pire. Ce sont quand même 25,3 milliards d'euros que nous versons à l'Union européenne. C'était 24,2 en 2024. Ça représente quand même 18% du budget européen, deuxième position après l'Allemagne, premier financé. Et vous dites qu'un organisme qui s'appelle l'Office européen de la lutte antifraude recommande de récupérer 18,4 milliards d'euros qui seraient partis à la fraude ou à des mauvaises dépenses. Voilà, ouais. Donc la France est un mauvais élève, mais il n'est pas le seul. Et donc, dans l'Union européenne, effectivement, il y a des dépenses considérables qui ne sont pas forcément évaluées. Il y a eu des cas, notamment, il y a des super rapports, parce qu'il existe une Cour des comptes européenne qui s'est penchée notamment sur l'aide publique au développement de l'Union européenne, où il y a des trous dans la caisse qui sont Mais c'est une passoire, votre histoire. Oui. L'économie française européenne, c'est une passoire. Il y a des trous dans la raquette partout. Il y a des trous dans la raquette, parce que c'est un peu une logique d'une certaine administration, c'est qu'on cherche pas on donne pas d'objectifs, d'abord, et ensuite on n'évalue pas les procédures en cours de route, ce qui est fort dommageable parce que au final ça augmente les coûts et ça fait des trous dans la caisse. Les 25 milliards, on en récupère, je crois,
13, quelque chose comme ça. Ouais, ça dépend des années, mais on va dire depuis 5-6 ans, on est déficitaire. Voilà. Oui, en gros, ça coûte 12, 13, et puis ça nous rapporte 13, quoi. Enfin bon, oui, en fait, ça va augmenter. En 2023, oui, on avait un déficit entre guillemets de 9,3 milliards d'euros par rapport à ce qu'on a donné à l'Europe. Et alors ça pourrait être renégocié, parce que les contributions vont continuer d'augmenter dans les années qui viennent. Mais après, certains pays ont su le faire, les Britanniques en leur temps, les Autrichiens, etc., renégocier cette contribution. Mais beaucoup d'acteurs politiques ou économiques disent que ça pourrait avoir des conséquences dramatique sur la PAC et donc sur l'aide à nos agriculteurs. Oui, donc on croise les doigts pour que le Titanic ne rencontre pas d'iceberg. Mais des icebergs, il peut y en avoir. S'il y a un mauvais alignement des planètes, une crise internationale plus sévère que ce qu'on a connu en 2008, ou autre cataclysme géopolitique, là on pourrait se trouver dans une situation extrêmement douloureuse, si je comprends bien. Oui, ou alors cette situation fera que justement la dette ne sera plus un sujet et permettra de résoudre le problème dans un cadre cataclysmique peut-être, mais ça peut être une porte de sortie que je ne souhaite pas. Mais c'est ce qu'ont fait les bolcheviks en 1917. Ils ont dit voilà, l'Union soviétique n'a plus de dette, on efface et l'empire russe est parti à la poubelle. Mais ça poserait certainement des problèmes. Si on en revient alors à la thérapie, parce qu'attendez, vous faites le bilan, j'allais dire, calamiteux, dramatique, angoissant. C'est vrai que quand on a fini le livre, à la fin, on se dit, bon, je vais prendre un billet d'avion. Courage, fuyons, parce que le peu qui nous reste dans le banal, il faut rester, on a besoin de vous. Non, vous êtes, bien sûr. Et puis vous êtes républicain, vous êtes conscient, vous êtes lucide, vous faites des propositions, vous dites, il y a quand même quelques mesures à prendre, notamment parmi d'autres, le millefeuille territorial qui est pléthorique. Et la c'est pas que vous êtes contre la décentralisation, vous dites elle a été affreusement mal faite. Voilà, on a superposé des dépenses qu'on aurait pu, et on a créé finalement un fonctionnement avec des embauches et du fonctionnement qui coûte les yeux de la tête. Non, je suis pas du tout un ennemi de la décentralisation. Vous êtes basque, je suis breton. Donc ça serait peut-être d'ailleurs une vraie solution si on allait jusqu'au bout. Voilà. Vaste débat, effectivement. Oui, on reviendrait pour ça. Mais ça existait sous l'Ancien Régime. L'Ancien Régime était bien moins centralisateur, jacobin, que l'est aujourd'hui la République, où il y avait une réelle autonomie des provinces. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en fait, nos collectivités locales sont assez peu autonomes financièrement. Et pourquoi ? Parce que la plupart, par exemple, pour les départements ou les régions, plus de 80% de leurs ressources proviennent de dotations de l'État. Dotations de l'État. Donc on voit qui sont coupées sans cesse. Oui, qui sont coupées par certaines années, notamment sous François Hollande, ce qu'on appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement, avait été réduite, ce qui avait obligé les collectivités locales à se serrer la ceinture. Ce qui est pas plus mal, parce que parfois, effectivement, sur le terrain local, il y a une forte gabegie. Et un des grands défauts de la décentralisation, c'est qu'elle a coûté très cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un recrutement gigantesque de fonctionnaires, notamment via la création des intercommunalités. Et le problème, on parlait d'usine à gaz tout à l'heure, on parlait de millefeuille territorial, parce qu'il y a beaucoup de strates. Ça devient tellement compliqué que certains parlent maintenant même de plats de spaghettis. Tellement il y en a dans tous les sens. Et donc on a recruté beaucoup dans les intercommunalités, mais c'est pas pour autant qu'on a supprimé les postes équivalents dans les communes. Alors, donc ça doublonne, ça triplonne. Et soyons très précis, on croit comprendre, parce qu'on comprend, il y a les fonctions de l'État, la fonction publique nationale, ensuite vous avez l'échelon régional, l'échelon départemental, l'échelon communal, et on a quelquefois des prestations, des activités administratives qui sont communes à certaines qu'on pourrait économiser, et pour autant chaque entité garde son système de fonctionnement. Vous voyez, c'est un petit peu, on le voit tous sur les panneaux quand il y a des travaux dans une ville ou ailleurs, on voit un petit peu tous les partenaires, il y a même l'Europe. Et en fait, tout ça fait que beaucoup de services de l'État ou des collectivités locales vont faire à peu près la même chose et vont se marcher sur les pieds. Il y a eu un très très bon rapport l'année dernière, à la demande du gouvernement, du maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes, Boris Ravignon, qui a chiffré, qui a tenté de chiffrer, parce qu'il dit que lui-même, son évaluation est une sous-estimation des coûts. Mais cet enchevêtrement de compétences, de services entre l'État et les collectivités nous coûte 7,5 milliards d'euros par an. 7,5 milliards d'euros par an. C'est quasiment le budget de la justice. Donc vous voyez, en termes de marge de manœuvre, on peut faire des choses. Là, ça c'est une mesure concrètement, un gouvernement pourrait prendre des dispositions. Alors, ça grincerait des dents dans les entités territoriales et chez les élus locaux, collectivités, ils diraient, ils passent leur temps à se plaindre. En plus, et c'est vrai qu'on coupe les dotations. En fait, on leur confie de plus en plus de pouvoir avec de moins en moins de moyens. C'est ça. C'est pour ça qu'est à l'origine.
Mais en même temps, quand vous allez rencontrer ce qui nous arrivait à Contribuables Associés, vous allez discuter avec les conseillers du ministre des Finances. Ces conseillers de l'État vont vous dire c'est la faute des collectivités locales, elles font n'importe quoi. Quand vous rencontrez des maires, ce qui nous arrive aussi régulièrement, ils vous disent non, nous on gère, on est à l'os. On gère au mieux, c'est la faute de l'État. Donc il y a une espèce de ping-pong là, perpétuel entre l'État et les collectivités, et qui se retrouve au milieu, et qui y perd au final, c'est le contribuable. Quand on parle du train de vie de l'État, qui est l'expression consacrée dans la bouche de tout le monde, que ce soit les contribuables ou ceux qui nous gouvernent, le train de vie de l'État, c'est plusieurs facettes. C'est pas un seul fonctionnement. Le train de vie de l'État, c'est quoi? C'est les dépenses publiques, et en même temps, est-ce que l'État il se permet quelquefois des privautés. Oui, mais après, un train de vie de l'État, on pense forcément à nos élus. Si vous en fait, les élus ne coûtent pas si cher que ça. Mais non, c'est pas les élus qui coûtent cher, ce sont leurs mauvaises décisions. C'est symbolique. C'est leur mauvaise décision. Encore, on va reprendre l'exemple des 1 000 € de dépenses publiques dont on parlait tout à l'heure. Sur 1 000 € de dépenses publiques, le coût du Parlement, c'est 1%. Si vous prenez les municipalités, le coût d'un conseil municipal, le coût du Parlement, c'est 1 pour 1000. Et c'est pareil, au niveau municipal, c'est moins d'1 pour 1000 le coût des maires et des conseillers municipaux. Donc c'est pas ça qui coûte cher. Mais le train de vie de l'État, oui, il y a des symboles qui sont parfois extrêmement choquants. Et le poisson pourri par la tête, gouverner, c'est beaucoup une affaire de symboles. Donc on comprend très bien, par exemple, pour reparler d'un président socialiste, François Hollande, il arrive à l'Élysée en 2012, il diminue le salaire du président et des ministres de 30%. Oui. Ce qu'il n'a pas fait en revanche, c'est qu'il n'a pas diminué de 30% les salaires des hauts fonctionnaires au gouvernement ou à l'Élysée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure en antenne de René Dosière. René Dosière a évalué, a regardé de près le coût du gouvernement de François Bayrou. Il se trouve que plus de la moitié des fonctionnaires de gouvernement touchent plus que les ministres. Là, ça dit quelque chose quelque part. Ça veut dire que s'ils touchent plus, c'est peut-être eux qui ont le réel pouvoir en fait. C'est un oubli où justement, comme vous l'insinuez, Jean-Baptiste Léon, ils n'ont pas osé parce qu'ils se seraient mis. Je pense qu'ils n'ont pas osé. Ils se seraient mis la fonction publique. Oui, parce qu'on le sait bien, le ministre y passe, l'administration reste. Oui. En 2 ans, on a eu 6 ministres de l'Éducation nationale, oui. Et c'est pas les ministres qui pilotent, c'est la haute administration qui va sortir les directives. Donc oui, le pouvoir c'est la haute administration qui le détient, je pense. Oui. Mais justement, aux politiques de faire bouger cette haute administration pour des réelles réformes. Donc c'est compliqué. On peut dire, pour résumer un petit peu par rapport, j'allais dire, aux origines de ce problème, c'est un manque de courage évident, cumulé. Bien sûr. On se repasse la patate chaude. Là, toutes les expressions, ils passent la poussière sous le tapis. Après moi le déluge, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis qui verra. Un homme pourrait décider de mettre halte, faire une pause à ce haut-là, faire le haut-là, je veux dire, à cette débris. Je pense à qui, je ne sais pas, mais je crois qu'il faudra être extrêmement pragmatique. L'argent public, dans le fond, la bonne gestion des finances publiques, elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est l'argent des Français. Le bon sens. Ça doit être du bon sens, exactement. Et donc, il nous faudra quelqu'un de pragmatique et qui est prêt à affronter certains contre-pouvoirs et des mauvais contre-pouvoirs, parce qu'il y a aussi de bons contre-pouvoirs. On va lui dire bon courage. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Baptiste Léon, et on continue à décrypter, à faire l'inventaire de ce fiasco économique qui ruine la France. À tout de suite. Dans tous ses états. Dernière ligne droite de cette France dans tous ses états du 25 novembre 2025 avec Jean-Baptiste Léon et son livre noir de l'argent public qui ne remonte pas le moral. Mais bon, Jean-Baptiste Léon, faut rester optimiste. Un dernier point sur les charges un peu lourdes de la fonction publique, vous m'avez dit. Oui, la bureaucratie. En fait, on se rend compte que quand on compare avec les pays étrangers, notre bureaucratie est un véritable poids. Certaines analyses estiment qu'elle nous coûte plus de 100 milliards d'euros par an. Pourquoi ? Parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, on a beaucoup de strates, des services qui s'additionnent sur d'autres services, et c'est compliqué. Il y a ce phénomène-là, la surbureaucratisation dans l'éducation nationale. On l'a aussi à l'hôpital, on en a beaucoup parlé, où aujourd'hui, ce que reprochent beaucoup de personnel de santé, c'est que ce sont les administratifs qui ont pris le pouvoir à l'hôpital, et non plus les soignants. Vous rencontrez des infirmières, vous rencontrez des médecins, ils vont vous dire, mince, moi je suis plus là pour soigner, on me demande de faire des tableurs, de remplir des tableaux Excel en permanence, et c'est pas mon boulot, et c'est autant de temps que je passe avec mes patients. Alors nous avons Jean-Pierre qui nous appelle de Marseille, qui a certainement une question pertinente à vous poser, Jean-Baptiste Léon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Perico. C'est terrifiant ce qu'on évoque avec Jean-Baptiste Léon. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Moi j'ai envie de vous dire que j'en ai assez de payer. Et
Il y a dans ce pays peu de rameurs et énormément de barreurs, pour prendre l'image de quelqu'un qui navigue. Pas mal. Donc il va falloir supprimer des barreurs pour savoir dans quelle direction on veut aller, déjà. Et moi j'ai envie de dire et de poser la question, les 3 premières mesures à prendre, ce seraient lesquelles ? Voilà, justement, Jean-Baptiste Léon disait que la bureaucratie, les barreurs, c'est un peu la bureaucratie, je pense que vous faites allusion à ça. Il y a une autre image que j'aime bien, Jean-Pierre, c'est celle de Xavier Fontanet. Entrepreneur, Xavier Fontanet, oui. Qui a dirigé de grandes structures entrepreneuriales françaises. Et lui, il dit que en fait, la France c'est un pur sang, mais malheureusement c'est un pur sang dont le jockey est obèse. En gros, il faut imaginer Ourasi sur lequel il y aurait le sergent Garcia. Donc ça marche pas très bien, effectivement. C'est pas mal. Et c'est un peu le secteur privé qui pâtit d'un secteur public hypertrophié. On préférait un gringalet sur un cheval de trait. Ça serait beaucoup plus efficace. Jean-Baptiste Léon, Jean-Pierre c'est notre auditeur. Les 3, alors c'est facile évidemment, c'est des questions bateau. Là, vous avez les leviers, vous êtes consulté par nos gouvernants. 2-3 mesures immédiates à prendre pour, en tout cas, arrêter l'hémorragie. Avant de rétablir les comptes de la nation, arrêter l'hémorragie. Alors, il faut prendre des mesures d'ensemble et on ne pourra pas aller petit à petit. C'est pas un point par point. Non, ça va être trop compliqué. Alors, donc il faut donnez-nous une idée de la solution. Déjà, c'est un certain changement de mentalité. On est avec une administration qui est trop focalisée sur les procédures et pas assez sur les objectifs. Il faut mettre un petit peu plus d'évaluation, un peu plus de regarder de près les choses. Après, effectivement, une des premières choses à faire, je pense, c'est ausculter un petit peu la fonction publique, récompenser les bons élèves, c'est-à-dire les fonctionnaires méritants, et mettre, si ce n'est ou pas, en tout cas, favoriser ceux qui travaillent bien, et quelque part, j'ose pas employer le terme, mais punir ceux qui font pas le boulot. Alors, comment on les repère, ceux qui travaillent bien? Est-ce qu'il y a un moyen de les situer? Justement, ça va dans cette logique-là de la fonction publique, de l'administration, qui doit vraiment rentrer dans cette logique du mérite qu'elle n'a pas forcément. Elle est plutôt dans la logique, on va dire, du petit chef. Et beaucoup de fonctionnaires sont pour une réelle réforme de l'État. Ils voudraient avoir plus d'autonomie, être plus responsabilisés pour mieux agir au quotidien. Mais il y a toute une hiérarchie au-dessus qui n'est pas dans cette logique-là, qui est dans une logique verticale. Pour penser la fiscalité, ça vous êtes d'accord? François Bayrou le suggérait, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, et on a l'impression qu'il est parti avant la catastrophe, parce que concrètement, ça peut mal, là pour l'instant ça tient, on dirait, sur un équilibre extrêmement précaire. On l'a dit, ça peut un jour basculer et devenir beaucoup plus compliqué. Oui. Donc là tout de suite, est-ce que, par exemple la bureaucratie, est-ce qu'il y a moyen de la limiter? Faut supprimer des postes. Le millefeuille administratif. Est-ce qu'on peut supprimer des attributions de millefeuille Oui, il y avait une proposition qui date un petit peu, il y a une quinzaine d'années, qui a été reprise récemment. C'est le fameux conseiller territorial, c'est-à-dire faire une partie fusionner en partie. C'était Nicolas Sarkozy qui était à l'origine de ça. Mais après, c'est ça qu'il faut quelqu'un qui puisse imposer les réformes, parce que sur le millefeuille territorial, vous allez avoir énormément de blocages sur le terrain, que ce soit et surtout d'apport de la part des élus locaux. Ouais. Et vous pensez que, alors je veux dire, l'homme providentiel ou la femme providentielle, il y a eu quand même quelque part dans l'histoire récente de la République une voix qui s'est exprimée, qui avait l'air de dire... Il y a un très bon exemple qu'on connaît tous, c'est Notre-Dame de Paris, qui a été restaurée en 5 ans, un petit peu moins de 5 ans, et même durant la période Covid, c'est dire si les choses étaient compliquées. Et c'est vrai que faut être honnête, il y a qu'une personne qui y croyait à ce projet au départ, c'est Emmanuel Macron. Oui, qu'il a voulu, parce qu'il avait besoin que ça se fasse, et on le félicite parce qu'il a abouti. On félicite tous ceux qui sont partie prenante dans ce projet, comme nos artisans. Pourquoi ça a bien marché? C'est parce que justement l'État a créé une loi spéciale. Oui, attendez, pas seulement ça, Jean-Baptiste, il y a un militaire, c'est un général. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On crée une loi spéciale, on a une gouvernance unique. Ça, c'est très important, parce quand on voit les grands chantiers à l'étranger, souvent quand ça marche bien, c'est parce qu'il y a une gouvernance unique. On met un homme à poigne à la tête, c'est un général. Son bras droit, c'est un ancien ingénieur de l'armement. Et surtout, on se libère de toutes les contraintes administratives habituelles en termes urbanistiques, etc., voirie. Et donc, on arrive à relever ce monument extraordinaire en moins de 5 ans. Ça montre qu'en France, quand on libère les énergies, eh bien, ça peut très bien se passer et on peut faire des super choses. Jean-Baptiste Léon, je dirais que c'est une étape. Là, le bilan que vous faites,
il est très 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 angoissant. Mais il y a tout un chapitre consacré aux réformes, justement. Oui, c'est pour ça. Non, mais à s'y plonger. Vous êtes un journaliste, j'allais dire cohérent. Vous pointez ce qui va mal et vous faites. Alors vous n'êtes pas ministre de l'économie et des finances, vous n'êtes pas Premier ministre, vous n'êtes pas président de la République. On aimerait quand même qu'ils vous consultent. À défaut, vous leur avez envoyé le bouquin, je suppose que votre éditeur, Maison Hugo Doc. Tout à fait. Donc ça, il faudrait que ce soit sur le bureau de tous les députés, de tous les sénateurs, de tous les ministres à venir et futurs de nos gouvernements, qu'ils l'apprennent. Vous êtes prêts à les aider à décrypter s'il y a des choses qui leur échappent là-dedans ou les hauts fonctionnaires de Bercy? C'est le travail qu'essaye de faire au quotidien notre association Contribuables Associés, qui est là pour porter auprès des élus les éléments d'une bonne gestion de l'argent public. En tout cas, à lire, chers auditeurs, lisez ce livre, le livre noir de l'argent public. Je le remonte à l'antenne parce que au moins ça vous expliquait, moi qui croyais avoir quelques idées sur le déficit de la France. J'ai compris des mécanismes et j'ai pu décrypter des aspects un peu compliqués. On voit très bien pourquoi on en est arrivé là. Quelque part, j'allais dire, c'est très simple. Aujourd'hui, le millefeuille, il est compliqué. Mais enfin voilà, c'est pointé et c'est séquencé de façon à ce qu'on puisse intégrer tous les éléments qui sont à l'origine de la faillite française, avec l'espoir, bien entendu, que cette République qui reste riche, qui reste puissante, qui reste courageuse. Il y a un peuple formidable qui est derrière, vous êtes d'accord? Oui. Et des régions formidables, avec des Alsaciens, des Basques, des Corses, des Bretons, des Flamands, des Auvergnats, des Tourangeaux. Voilà. Faites appel aux identités régionales pour sortir le pays du marasme. Moi, je vous dis à demain. Je remercie toute l'équipe. Alors, je vous ai parlé de Julien tout à l'heure, mais il y a Elvin aussi, qui est à l'informatique. Ce sont des gens formidables. On les voit pas parce qu'ils sont dans l'ombre. Ils sont gentils comme des cœurs, courageux comme des princes. Maud Koffler, elle m'a pas apporté ma tisane, là, parce que je vais te donner mon pisse mémé de 12h55. Et Emmanuel, bien sûr, voilà, le très précieux Emmanuel, pour vous dire que quand on a, voilà, moi je suis là en vitrine, exposé comme en vitrine de charcuterie, mais derrière il y a ceux qui font le boudin, qui font la saucisse, sacré bout de voilà, et que tout se passe bien. Je vous embrasse tous et je vous dis demain à midi, 26 novembre, pour une nouvelle France dans tous ses états. Je suis pas sûr qu'elle sera en meilleur état, mais nous on sera là pour vous la décrypter. À bientôt.